Elle est grand reporter, spécialiste de la Russie. Elle a vécu 10 ans sur place, couvert la guerre en Tchétchénie. Et elle va nous aider ce matin à comprendre ce qui se passe à la fois sur le terrain, au Kremlin et peut-être un peu dans la tête de Vladimir Poutine. Bonjour Anne-Niva. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes l'auteur, entre autres, de 2 ouvrages que l'on recommande. Un continent derrière Poutine, avec un point d'interrogation au seuil. Et aussi Chienne de guerre, chez Fayard, sur la guerre en Tchétchénie. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un autre conflit marquant qui a concerné la Russie. Ce qui nous occupe d'abord ce matin, c'est la situation sur le terrain, les frappes qui sont intervenues hier à nouveau, sur Kiev entre autres, avec des drones kamikazes, sur des cibles civiles, des infrastructures. Est-ce que Vladimir Poutine a une chance d'obtenir un quelconque résultat avec ces frappes-là? Parce qu'on le voit, il ne vise plus désormais des cibles militaires, mais bien civiles et des infrastructures. Mais Vladimir Poutine, de toute façon, ne poursuit qu'un seul but, c'est la victoire. Il n'a qu'une seule stratégie, il n'a qu'une idéologie, c'est celle de la victoire. Donc il est prêt à tout pour y parvenir. Vladimir Poutine, selon moi, n'est absolument pas fou. On a pu dire qu'il était fou. On peut se le demander, mais il ne l'est pas parce que s'il l'était, disons que ça le déresponsabiliserait. Au contraire, il est en pleine possession de ses moyens, il est dans son monde, il est dans ses obsessions, il est dans sa réécriture de l'histoire. Donc lui, il a commencé cette guerre pour la gagner. Est-ce qu'il se rend compte qu'il n'est pas en train de la gagner? Je ne sais pas. En tout cas, il utilise tout ce qui est possible pour y arriver, y compris ces nouveaux drones qui viennent d'un nouvel allié, disons d'un partenaire de circonstance qui est l'Iran. Puisque ce sont des drones effectivement Shahed 136, on a eu l'occasion d'en parler. Ça crée d'ailleurs une tension nouvelle avec l'idée exactement qu'Israël, en miroir, pourrait venir en soutien. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a une alliance formelle entre la Russie et l'Iran, de votre point de vue? Alors, j'utiliserai pas le mot alliance, j'utiliserai plutôt le mot partenariat et partenariat de circonstances. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que c'est en Syrie en 2015 que Vladimir Poutine est allé avec ses avions et que c'est évidemment la Syrie, Bachar el-Assad, un grand allié de l'Iran. Et bien sûr, tout ça a beaucoup plu à l'Iran. En juillet dernier, donc il n'y a pas si longtemps, Vladimir Poutine, qui ne se déplace jamais, a été en Iran pour rencontrer son homologue et sans doute pour sceller cet achat qui n'est pas reconnu officiellement aujourd'hui par l'Iran, mais dont tout le monde a compris. L'Iran qui même dément officiellement. L'Iran dément officiellement, mais l'Iran dément officiellement, vous savez pourquoi? Parce que la population iranienne est en fait beaucoup plus pro-ukrainienne que pro-russe. Donc l'Iran a des problèmes domestiques au niveau, on le sait, de ce qui est en train de se passer en Iran aujourd'hui. Donc l'Iran n'a pas envie que son propre peuple sache, même si tout le monde le sait, exactement ce qui est en train de se passer. Et rajoute un sujet de contestation avec interne. la Russie. Donc il y a entre l'Iran et la Russie des raisons d'être ensemble. Il y a cette isolation internationale qui les unit, il y a ces crises domestiques qui les unissent, et il y a sanctions internationales également. Et cette haine de l'Occident qui les unit. Alors, Volodymyr Zelensky, hier, le président ukrainien, dans sa vidéo quotidienne, faisait une analyse de la stratégie de Vladimir Poutine. Il dit, en fait, la Russie n'a aucune chance de gagner sur le champ de bataille, c'est son point de vue, et donc elle essaye de dissimuler ses défaites militaires par la terreur. Pour lui, ces frappes-là, c'est simplement de la terreur envers la population ukrainienne. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? L'impasse militaire dans laquelle se trouverait la Russie? Moi, je ne suis pas capable de dire qui va gagner cette guerre. Je suis uniquement capable de l'observer. Donc, évidemment, Volodymyr Zelensky dit ce que vous venez de dire parce que c'est dans son intérêt de le dire et parce qu'il veut continuer à galvaniser ses troupes. Et absolument, il a raison. De l'autre côté, côté russe, on n'a pas du tout le même genre de communication. Depuis le début, on n'a absolument pas Vladimir Poutine qui fait tous les soirs un point presse avec Maestro pour que tout le monde l'entende. Donc, ils sont dans des situations complètement différentes. Volodymyr Zelensky résiste, son pays a été attaqué, alors que Vladimir Poutine, comme je l'ai dit tout à l'heure, est dans une situation où il pense qu'il a eu raison de sortir, d'oser faire ce qu'il n'a pas fait en 2014. Souvenez-vous qu'en 2014, il a quand même envahi
la Crimée, la péninsule de Crimée qu'il a récupérée, qu'il a annexée, et une partie du Donbass. Mais est-ce que l'opinion internationale s'en est insurgée à ce moment-là, s'en est émue? Sans proportion comparable, oui. Pas vraiment, mais c'est absolument incomparable. Donc, mais c'est sans doute parce que, aux yeux de Vladimir Poutine, son armée, l'armée russe, n'était pas prête. Je ne dis pas qu'elle l'est plus maintenant, mais qu'à l'époque, en 2014, il n'a pas osé faire ce qu'il a osé faire le 24 février 2022, c'est-à-dire véritablement envahir en 3 côtés et essayer d'avancer vers Kiev, ce qui a été un échec retentissant. Alors justement, à propos de Kiev, au moment où on parle, on apprend que ce matin, 3 frappes ont touché une centrale électrique dans la capitale ukrainienne. Vous faisiez allusion à l'instant à l'armée russe. Elle est réputée censée être la 2e armée du monde. Il y a 20 ans, on parlera du conflit en Tchétchénie, mais c'est une armée qui avait quand même réussi à mener cette offensive. Après, la question, c'est de savoir comment elle a évolué. Vladimir Poutine a beaucoup dit, on a même beaucoup dit qu'il avait renforcé cette armée. Est-ce que de votre point de vue, aujourd'hui, l'armée russe est réellement plus puissante qu'il y a 20 ans ou au contraire plus faible quand on voit la situation dans laquelle elle se retrouve? Oui, je crois que vous avez répondu à la question, Adrien. Quand on voit la situation, on ne peut pas dire que cette armée est la 2e armée du monde. Moi, je suis assez méfiante vis-à-vis de ces classements parce qu'ils sont très théoriques, parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la réalité. Et c'est une guerre qui nous fait nous rendre compte de là où nous en sommes au niveau armé, au niveau militaire, les uns et les autres. Alors, l'armée russe est une armée qui a toujours été violente. Il y a toujours eu une matrice violente au sein de l'armée russe. Preuve en est la fameuse Diedovchina, qui est le bizutage ultra craint depuis des décennies de la part de ceux qui sont mobilisés, des conscrits, et maintenant qu'il n'y a plus seulement des conscrits. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, samedi matin, il y a eu quand même un accident, quelque chose, une situation terrible qui s'est passée en Russie sur un terrain d'entraînement, non loin de la frontière avec l'Ukraine, vers Belgorod. Il y a eu une fusillade. Avec plusieurs morts, hein, même si le bilan est 11 morts certain, officiels reconnus par le ministère de la Défense russe, sauf que des médias indépendants disent que c'est 2 fois plus, que c'est plutôt 22 que 11. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une fusillade entre conscrits, justement, entre personnes qui étaient sur place, qui étaient en train de faire un entraînement au tir, et 3 d'entre elles ont tiré sur le reste. Qui sont ces 3 soldats? Il semblerait que ce sont des soldats d'origine tadjik, donc un pays ex-soviétique, mais aujourd'hui étranger à la Russie. Mais qui fait partie de la CEI, la communauté des États indépendants. Et l'ex-Union soviétique, qui aurait tiré sur d'autres qui sont des Russes. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais pour obtenir davantage de soldats sur le terrain, les pouvoirs russes ont dit il y a quelque temps que tout étranger qui se porterait volontaire pour combattre à leur côté recevrait la nationalité russe. Or là, il s'agissait de Tadjiks, donc non russes, et il semblerait que la dispute ait été à cause du fait qu'un commandant a dit qu'il s'agissait d'une guerre sainte. Ce à quoi un de ces 3 Tadjiks a dit non, il ne s'agit pas d'une guerre sainte parce que ce n'est pas une guerre de musulmans contre non-musulmans. Et fusillade générale. Donc ça en dit quand même beaucoup sur l'état de l'armée russe et sur justement son délitement. Il y a quelques jours, à votre place, le général Yakovlev, qui était mon invité, considérait que l'armée russe était aussi dans une forme de ressentiment envers Vladimir Poutine, parce qu'elle considérerait, cette armée, que Vladimir Poutine l'a mis en situation de se faire humilier, qu'elle est vexée aujourd'hui de se retrouver en difficulté militaire, militaire, on en parlera, et qu'elle impute cette responsabilité au pouvoir politique. Est-ce que ce rapport à l'humiliation, à la vexation, ça vous paraît en ligne avec ce que vous connaissez de l'âme russe et du sentiment russe ? Je crois que le sentiment d'humiliation, qui est un concept quand même extrêmement subjectif, n'est pas propre à l'armée russe. La population russe aussi peut se sentir humiliée, et Vladimir Poutine lui-même aussi peut se sentir humilié. Donc c'est à manier avec des pincettes. Il y a un certain ressentiment, bien sûr, je reviens à Vladimir Poutine, du fait que, selon lui, l'Ukraine, cette ex-république soviétique, qui est devenue indépendante en 1991, n'a pas droit à l'existence. Elle a osé sortir non seulement du giron de l'ex-URSS, mais elle ose être nationaliste, elle ose avoir une politique qui lui est propre, y compris une politique internationale, tournée vers l'Occident, ce qui est intolérable aux yeux de Vladimir Poutine. Donc ça provoque chez lui du ressentiment. La population russe, évidemment, a eu du ressentiment il y a très longtemps par rapport à cet Occident qu'elle ne connaissait pas, puisque pendant les 75 décennies d'utopie communiste,
soviétique, eh bien, ce peuple était enfermé à l'intérieur. Et il est peut-être en train de se refermer, on y reviendra. Et ensuite, il a eu une ouverture vers l'extérieur. Aujourd'hui, c'est en train d'aller vers l'inverse. Donc ça provoque de la jalousie, du ressentiment, de l'humiliation. Et bien sûr, l'armée peut tout à fait ressentir ce sentiment. Je rappelais tout à l'heure, l'un de vos ouvrages s'appelle « Un continent derrière Poutine », point d'interrogation. Vous l'avez publié en 2018, c'était donc avant ce conflit-là, mais après ce qu'on évoquait tout à l'heure en Crimée, au Donetsk, etc. À votre avis, quelle est la réalité de l'opinion russe aujourd'hui? On a du mal à se faire une idée entre les pro-Poutine, ceux qui seraient indifférents, ceux qui seraient peut-être scandalisés, mais tout en restant muets, et puis tout simplement, peut-être un manque d'information aussi sur la réalité de ce qu'est ce conflit. Quelle est l'idée que vous vous faites de l'état de l'opinion russe? Oui, alors ça, justement, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'avais mis un point d'interrogation. J'avais en fait traversé la Russie volontairement, non pas d'ouest, c'est-à-dire de notre point de vue à nous d'occidental, vers l'est. Je vous rappelle que la Russie est un continent, un vaste continent, jusque sur la mer du Japon. J'avais fait l'inverse. D'est, donc de Vladivostok, la capitale, sur la mer du Japon, jusqu'à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et c'était au moment des dernières élections présidentielles, celle de 2018. À l'époque, Vladimir Poutine représentait encore, pour une majorité de Russes, la stabilité. C'est-à-dire que ce que je ressentais chez les Russes à ce moment-là, c'était la peur de l'instabilité. Et parce qu'ils avaient peur que sans Vladimir Poutine, leur pays soit instable, ils allaient revoter pour lui. Aujourd'hui, on est dans une autre situation, puisque l'instabilité, elle est là, elle est due à la guerre, et c'est Vladimir Poutine lui-même qui a provoqué cette guerre. Alors, on peut se poser la question, il n'y a plus de débat aujourd'hui dans la société russe. Et ça, c'est très important. Mais il y en a eu par le passé? Bien sûr. Pendant toutes les années, tout de suite post-soviétique, toutes les années 90 jusqu'aux années 2000, c'était une ouverture phénoménale vis-à-vis de l'Occident. Une ouverture des archives, une ouverture... il y avait des débats, il y avait des médias d'opposition. Bien sûr, tout cela n'existe plus. Est-ce qu'on va revenir à cette période que l'historien britannique Orlando Finges a appelée celle des chuchoteurs, quand on est obligé de chuchoter dans sa cuisine parce qu'on a peur de se faire entendre, on a peur des répressions? Aujourd'hui, Adrien, près de 700 000 Russes ont quitté ce pays depuis le 24 février. C'est gigantesque, c'est presque autant... Et on l'a encore vu au moment de la mobilisation partielle avec des milliers d'hommes qui ont fui. C'est presque autant que ce qui s'est passé justement après la révolution de 1917, les années 20. Et là, tout le monde avait peur que l'URSS se referme. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceux qui partent aujourd'hui n'ont pas peur, justement, que leur pays va complètement se refermer et qu'il faut partir avant cette fermeture? Est-ce que Vladimir Poutine a encore aujourd'hui un moyen de s'assurer un soutien de la population? À l'époque soviétique, on disait c'est en partie le rôle du PC, du Parti communiste, de structurer le pays, d'organiser la pensée, d'avoir des antennes locales aussi qui vont mailler le territoire dans ses profondeurs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un équivalent à cela? Ou est-ce qu'en réalité, cette population elle est livrée à elle-même idéologiquement? C'est-à-dire que l'idéologie communiste soviétique n'existe plus. Donc il y a un vide idéologique. Et puis il y a le narratif du Kremlin qui n'est pas de la dernière pluie d'hier ou d'avant-hier selon Vladimir Poutine. Il ne cesse de le répéter finalement depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est que nous, occidentaux, n'y avions pas prêté assez attention. Et ce narratif, c'est celui de l'humiliation. C'est celui d'un homme qui est seul contre tous, contre l'Occident. Et donc alors au début, comme je vous l'ai dit, vers les années 90, celle de l'euphorie post-soviétique, évidemment, ça fonctionnait parce que les Russes avaient l'impression que le prédécesseur de Vladimir Poutine, c'est-à-dire Boris Yeltsin, vous vous en souvenez, était la quintessence de justement celui qui était faible vis-à-vis de l'Occident. On l'a vu sortant d'avions en titubant sur des tarmacs. Ça humiliait aussi beaucoup les Russes. Donc Vladimir Poutine en a joué de tout cela en arrivant, en étant l'homme fort, en instaurant cette verticale du pouvoir et en faisant émerger la classe moyenne des Russes. Tous ceux qui avaient envie de consommer, tout ça a débuté sous Yeltsin, mais c'est pendant les 2 premiers mandats de Vladimir Poutine que la classe moyenne russe véritablement a émergé. Celle-là même qui aujourd'hui hésite à le soutenir, celle-là même qui essaye de partir, parce qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir partir en Occident. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et dans la Russie est immense, je le répète, et ce sont des républiques qui sont loin de Moscou, comme par exemple le Daghestan, comme par exemple la Bouriatie, qui sont des républiques peuplées de non-russes ethniques,
qui donne le plus gros des soldats les à cette contingents guerre. qui sont mobilisés, Or, par le exemple. narratif russe ne peut pas fonctionner. Les mamans dagestanaises de ceux qui allaient être envoyés ne au combat, s'identifient pas de la même manière elles ont qu'un dit, Russe. elles ont crié, elles ont dit, nous ne sommes pas russes, ça n'est pas notre guerre. Ça, c'est très important à entendre. Vu ce contexte-là, est-ce que de votre point de vue, Vladimir Poutine reste l'homme fort du Kremlin? Ou est-ce qu'il existe aujourd'hui des concurrences internes, des risques de chute, des risques de déstabilisation? On s'est beaucoup interrogé sur sa capacité à se maintenir au pouvoir. Est-ce que ça relève du fantasme ou est-ce qu'il existe vraiment au sein du Kremlin des mouvances suffisamment fortes pour éventuellement amener au remplacement de Vladimir Poutine? Personne n'est irremplaçable et personne n'est immortel. Donc, de toute façon, Vladimir Poutine n'est pas là pour toujours. Tout peut se passer en Russie aujourd'hui. Simplement, il a été assez habile et il a mené une stratégie depuis de nombreuses années pour ne plus avoir aucune opposition autour de lui, ni parlementaire, ni extra-parlementaire. Je vous rappelle qu'Alexei Navalny, son principal opposant, est en prison depuis qu'il est retourné en Russie et qu'il n'y a pas de véritable opposition à Vladimir Poutine aujourd'hui. En revanche, il a évidemment un entourage, des entourages, des élites qui, bien sûr, si on ne les voit pas s'exprimer publiquement encore au jour d'aujourd'hui pour dire qu'ils s'opposent à Vladimir Poutine, il y a forcément des gens qui pensent d'une façon différente à Vladimir Poutine. Le Washington Post dit à une information, mais ils ne nous ont pas donné le nom, qu'il y a au moins un haut fonctionnaire russe du Kremlin qui s'est opposé à Vladimir Poutine et qui a été le lui dire formellement dans son bureau, mais nous ne savons pas qui. Donc on est toujours trahi par ses plus proches. Par les siens. Donc il faut continuer à observer ce qui se passe en Russie. Hier, à votre place, l'ancien président François Hollande disait « Vladimir Poutine est un menteur inimaginable de son point de vue. Il dit le mensonge fait partie de sa diplomatie. On ne peut pas lui faire confiance. » Or, il va peut-être à un moment falloir le faire si on veut avoir une issue à ce conflit, soit militaire, soit diplomatique. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux pourront travailler avec Vladimir Poutine? Imaginez rédiger un accord avec lui. François Hollande, il est aussi marqué forcément par ce qui s'est passé en 2015. Il a signé les accords de Minsk avec Vladimir Poutine, qui devaient sortir l'Ukraine en partie d'un conflit à l'époque, déjà dans l'est du pays, dans le Donetsk, et finalement ces accords n'ont pas été respectés. Alors, Vladimir est un menteur sûrement, mais il n'est pas le seul. Ça n'est pas l'apanage de Vladimir Poutine que de mentir. Tous les hommes politiques mentent. Et d'ailleurs, tous les hommes en général mentent. Donc il faut faire avec. Et effectivement, on est loin aujourd'hui d'aller vers un accord de paix. D'ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété depuis l'annexion des 4 régions qu'il n'était absolument pas prêt à signer le moindre accord avec Vladimir Poutine et que ça serait qu'avec quelqu'un qui ne serait pas Vladimir Poutine. Donc déjà, ça ferme plusieurs portes. En revanche, du côté des Russes, on voit qu'il y a des tentatives diplomatiques qui sont incessantes, justement depuis ces contre-offensives ukrainiennes, non pas d'aller vers un accord de paix parce que c'est beaucoup trop tôt, mais d'essayer d'obtenir un cessez-le-feu temporaire. Et notamment, il essaye via Erdogan et via d'autres diplomates. Il n'est pas en train d'y arriver, mais en tout cas, les Russes essayent. Pourquoi le feraient-ils? Ils le feraient bien sûr pour se regrouper militairement, pour essayer de réorganiser leur ligne d'approvisionnement, pour essayer de voir comment leur mobilisation, quel sera l'effet de cette mobilisation, afin, sans doute, après la trêve hivernale qui va commencer bientôt, de mener une contre-offensive qui serait fin janvier, début février. Comme je vous l'ai dit, Vladimir Poutine, au jour d'aujourd'hui, n'a qu'une idée en tête, celle de la victoire. Est-ce que ça veut dire qu'il est aussi, d'une certaine manière, toujours dans la nostalgie de l'URSS, qu'il imagine pouvoir reconstituer ce territoire, absorber l'Ukraine? C'est ça aussi, c'est reprendre un territoire que l'Union soviétique a perdu. Est-ce que ça fait partie de sa matrice intellectuelle? Bien sûr, Vladimir Poutine est un homo soviéticus, bien évidemment. Il a représenté ce pouvoir quand il était en RDA, en Allemagne de l'Est. Il était alors officier du KGB à Dresde. Du KGB, bien sûr. Il a dit lui-même que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'était la chute de l'URSS. Donc il est la quintessence de cet homo soviéticus. Mais en même temps, il y a certains aspects du soviétisme qu'il critique. Et ça, c'est aussi nouveau dans ses discours. Les plus fins observateurs l'ont remarqué. Il ne critique pas Staline, mais il critique Lénine. Et justement, par exemple, sa politique des nationalités, qui était que... Et ça va dans ce sens-là, le fait qu'il ne peut pas supporter que l'Ukraine s'en aille. Parce que l'Ukraine, selon Vladimir Poutine, les Ukrainiens sont le même peuple que le peuple russe, ce qui n'est pas vrai.
Or, justement, il y a une guerre territoriale, mais il y a aussi une guerre de conception, complètement, une guerre essentielle qui est pour les Ukrainiens de montrer qu'ils n'ont pas la même histoire que le peuple russe, alors que les soviétiques avaient voulu effacer tout cela. On parle souvent sur nos plateaux d'une forme de mystère russe. Vous, c'est un pays que vous connaissez bien. Je sais que vous y avez habité, vous avez couvert la guerre de Tchétchénie. Vous allez retourner sur le terrain, faire votre travail de reporter pour l'hebdomadaire Le Point pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous allez chercher encore à comprendre dans ce pays? Quelle part de mystère il reste à percer peut-être pour nous occidentaux et pour les lecteurs français qui vous liront? Mais écoutez, tout simplement, je vais aller en Russie dans les prochaines semaines parce que j'ai besoin d'essayer Je veux parler à des citoyens russes, des citoyennes russes, partout, non seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans des endroits urbains, mais également dans la campagne profonde, dans l'Extrême-Orient, justement en Sibérie, à Vladivostok et ailleurs, dans ces républiques où il y a des non-russes, pour essayer de comprendre leur relation à Vladimir Poutine d'aujourd'hui. Parce qu'elle est mouvante, cette relation. Rien n'est gravé dans le marbre. Ce que j'ai écrit avec un point d'interrogation sur l'espérance de stabilité de Poutine, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est forcément plus le cas. Vladimir Poutine était quelqu'un de respecté. L'est-il encore aujourd'hui? Est-ce qu'il ne leur fait pas plutôt peur? Est-ce qu'ils ne sont pas transis de peur? Je crois qu'ils le sont, transis de peur. Mais j'ai besoin, comme tout journaliste, d'aller, je ne peux pas penser à leur place, d'aller vérifier sur le terrain si ce n'est bien ça, bien sûr. L'une de vos expériences de terrain, je le disais tout à l'heure, c'est aussi la guerre en Tchétchénie. De là où vous êtes aujourd'hui et de ce que vous verrez dans quelques semaines, quelles similitudes et quelles différences vous voyez entre les deux conflits? La Russie est-elle tout à fait la même ou tout à fait différente de ce qu'on a vécu il y a 20 ans? Non, la Russie est différente, mais... L'armée n'est pas constituée des mêmes hommes, bien sûr, parce qu'il y a 25 ans d'écart. Moi, la Tchétchénie, c'était ma toute première guerre. Donc en 1999, à partir de octobre 1999, elle ne s'est jamais appelée une guerre, ça s'appelait une opération antiterroriste. Et l'Ukraine, ma dernière guerre, c'est la guerre en cours. Donc il y a des similitudes. Toute la violence que nous avons vue à Irpin, à Boutcha, aujourd'hui en Ukraine, je l'ai vue de mes yeux vus en Tchétchénie, mais la Tchétchénie, c'était un mouchoir de poche, Adrien. La Tchétchénie, c'est grand comme Rhône-Alpes. Donc, c'était complètement différent au niveau tactique militaire pour pouvoir essayer d'arriver à ses fins. Et les Russes sont arrivés à leur fin en Tchétchénie, puisque aujourd'hui, nous sommes en 2022, et la petite République de Tchétchénie continue à faire partie de l'immense Fédération de Russie. Donc cette guerre a été un échec. Les Tchétchènes voulaient se séparer de la Fédération de Russie. Ils n'y sont pas parvenus. Et ils n'y sont pas parvenus, en gros, grâce à qui? Grâce à Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie, qui est le plus zélé pro-Poutine qui soit. Et c'est pour ça qu'il a le comportement qu'on le voit avoir aujourd'hui face à Vladimir Poutine. Il lui doit tout à Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Aniva, d'avoir été ce matin avec nous pour nous aider à comprendre un peu mieux cette société russe et que vous allez continuer de nous faire vivre, je le disais donc, dans le journal Le Point.